Voilà, donc je vais, comme le titre l'indique, vous parler des terminologies, des pathologies infectieuses avant et après Pasteur. Autrement dit, l'idée de cet exposé, c'est de rechercher comment les théories de Pasteur et de quelques autres, il n'y a pas que Pasteur dans cette histoire, ont pu s'intégrer dans le langage médical et accessoirement dans le langage général au cours du XIXe siècle. Voilà. Et donc, face au nouveau monde des microbes, que si on pousse la métaphore plus loin, c'est le nouveau continent qu'a représenté la découverte des microbes, qui n'existait pas avant. Il faut savoir que les microbes n'existaient pas avant, parce qu'il y a des gens qui existaient physiquement, sans doute, évidemment, mais les microbes n'existaient pas. Voilà, donc comment cette idée de la microbiologie est entrée dans les mentalités, et l'idée de passer par le langage, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi une image de langage. Voilà, alors donc donc j'ai fait cette étude à partir de ce que j'ai appelé le dictionnaire Capuron-Listel-Littré, qui à la fin du XIXe siècle avait pris le nom de Littré médical. Voilà, mais en fait c'est un dictionnaire qui a eu 21 éditions, dont la première remonte à 1806. Donc c'est intéressant parce que par rapport aux encyclopédies, par exemple, les plus célèbres, c'est le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, ou bien le dictionnaire édité par Franchouk au début du XIXe siècle, c'était des encyclopédies qui ont été éditées une ou accessoirement deux fois, mais à des époques précises. Là, c'est très particulier parce que ça a été une continuité d'édition, et donc on a des nouvelles éditions au fur et à mesure tout au long du XIXe siècle, depuis donc 1806 jusqu'à 1905, avec une fréquence d'environ 5 ans entre chaque édition. Donc c'est intéressant de voir l'évolution des mots, les mots qui entrent, les mots qui sortent éventuellement, et voir si les définitions changent, etc. Donc ce travail a été fait donc à partir de... Il y a pas mal d'éditions qui sont sur Internet, qui sont accessibles sur Internet, mais il y en a quelques-unes qui manquent, et j'ai la chance d'avoir les éditions manquantes qu'on ne trouve pas sur Internet. Et c'est essentiellement les éditions de 1884 à 1898 que j'ai chez moi. Donc c'est intéressant parce que c'est une période, disons, pasteurienne, entre guillemets. Voilà, alors cet exposé va être un peu un catalogue, entre guillemets. Mais vous allez voir, c'est un catalogue un peu dans la continuité, avec donc 3 grandes parties, dans les définitions de base, donc épidémie, contagion, gaz, etc. La découverte du nouveau monde de l'infiniment petit, en commençant par les animalcules et en finissant par les germes, les virus et les microbes, et enfin l'état des connaissances en 1905 tels qu'ils apparaissent dans les différentes éditions tout au long du XIXe siècle. Alors, on va commencer par les mots et les définitions les plus simples. Donc ça, l'avantage de ces mots, c'est que leur définition n'a pas changé depuis le XIXe siècle, et d'ailleurs qu'ils sont toujours là de nos jours. L'épidémie, une maladie qui atteint en même temps un grand nombre de personnes dans un même lieu. L'endémie, c'est une maladie qui est particulière à certaines contrées, certains pays, disons, certaines régions, et où constamment on a des époques particulières. Et la pandémie, dans un mot qu'on connaît bien depuis 2 ans. Donc la pandémie, c'est une maladie qui attaque un grand nombre de personnes dans un même lieu ou surtout sur la plupart des personnes du globe. Donc ça, c'est la définition qu'on trouve donc dans le dictionnaire de Capuron-Listel-Littré, que pour simplifier, j'appelle le dictionnaire dans la suite de l'exposition. Alors, deuxième définition générale, la contagion et l'infection. En 1806, la contagion, communication d'une maladie par le contact immédiat. Évidemment, ça vient du mot toucher. Donc, l'idée, la contagion est vraiment liée au toucher. C'est une maladie qui se transmet par le toucher, le contact direct. Et donc, en 1814, dans la 3e édition, on a donné ce nom, mais très improprement, à l'action d'un nerf vicié par des miasmes
dans ce cas, il vaudrait mieux se servir du mot infection. C'était une précision tout à fait importante dès 1814. Par contre, dans la définition d'infection, qui vient du latin inficere, qui veut dire gâter, donc en 1806, très curieusement, la définition c'est grande puanteur, corruption, contagion. Donc on va y mettre la synonymie. En 1810 également, corruption, contagion, introduction d'un virus dans l'économie animale. Dans le mot virus, on en parlera à la fin. Et en 1824, donc un peu plus précise, l'action exercée sur l'économie par les miasmes morbifiques. Le mot miasme apparaît en 1824. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que la différence entre la contagion et l'infection n'est pas très claire dans le dictionnaire, et sans doute encore moins dans le langage courant. Par exemple, il est cité comme expression habituelle air contagieux ou miasme contagieux, donc qui est évidemment une association de mots qui effectivement ne correspond pas aux vraies définitions. Et ces expressions sont signalées jusqu'en 1905. Autre précision, en 1833, il est marqué « L'infection se propage bien d'un individu malade à un individu sain dans l'infection comme dans la contagion, mais ce n'est pas par contact. C'est en altérant l'air ambiant que le premier agit sur le second. » Alors, on voit bien qu'il y a quand même des difficultés à différencier les deux, même si le langage, le recours, on fait vraiment la différence. J'imagine, c'est le cas ou pas. Alors, revenons au miasme. Les miasmes, donc ça, le mot qui apparaît dès la première édition, donc vient de miasma, qui est le grec, et qui avait au début, dans la Grèce antique, un sens religieux. C'était les miasmes, c'était disons, la souillure morale, par exemple. La souillure par le moral. Et donc, d'après Daniel Borevitch, qui était intervenu à l'Académie de médecine, dont je vais mettre les références dans la revue, d'après Daniel Borevitch, c'est le mot miasme, c'est Hippocrate qui l'a médicalisé et qui, avec le lien par rapport aux maladies, qui n'était pas le cas. Donc en 1806, il est indiqué dans la première édition une définition émanation qui, bien qu'il appréciable pour la plupart se répand dans l'air, adhère à certains corps avec plus ou moins de ténacité, exerce sur l'économie animale une influence plus ou moins pernicieuse, beaucoup de plus ou moins. Enfin bon, en 1855, dans la 10e édition, une indication intéressante, la présence des substances organiques dans l'air. Parce que jusqu'à présent, on savait qu'il y avait des odeurs, on savait que ça pouvait jouer dans la transmission de maladies, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Donc en 1855, la présence de substances organiques dans l'air, ça c'est quand même une nouveauté, qui est difficilement constatée, ce n'est que dans ces derniers temps qu'elle a été expérimentalement démontrée par Boussingault, analysant l'air au-dessus des immenses marécages d'Amérique. Donc je vous allais regarder l'histoire de Boussingault. Donc Boussingault était un chimiste, il n'était pas médecin, et chimiste botanique, pasteur non plus, mais agronome français, qui était connu pour ses travaux de chimie agricole et notamment la mise au point des aciers chromés. On est quand même assez loin de la microbiologie. Ceci étant, il avait été effectivement partout aux États-Unis, il a fait des études dans les marais, et il expliquait que les substances organiques étaient transportées à partir des marais dans la vapeur d'eau, en suspension, et c'est ainsi qu'il pouvait accomplir quelquefois de longues distances à partir des effluves s'élevant des marécages. Ce qui est intéressant, c'est que cette précision apparaît dans le dictionnaire jusqu'en 1905. Donc, c'est-à-dire jusqu'à la dernière édition. Je précise qu'il y a une autre édition en 1908 qu'on trouve, qui est également ma deuxième édition, mais qui est la reprise de 1905. C'est pour ça que je précise à chaque fois 1905. Alors maintenant, on va arriver aux petites bêtes, si j'ose dire, aux animalcules. C'était le mot tel qu'on l'avait appris, qui avait été utilisé pour la première fois, ma connaissance, par Louvain-Nock, voilà, et qui a créé ce mot au XVIIe siècle.
Eh bien, ce mot-là apparaît dès le 1806, avec la définition très simple, les petits animaux que l'on voit au microscope. Voilà. Le nom de l'Orénoque n'apparaît qu'en 1824 dans la définition. Les animalcules circulent avec le sang, nagent dans les muqueuses, s'échappent avec l'urine, animent le sperme, etc. Ils sont si petits que suivant l'Orénoque, 50 000 réunis ne peuvent égaler la grosseur d'un grain de sable. En 1845, il y a un article qui est très centré sur la question des spermatozoïdes. D'ailleurs, l'article qui est beaucoup plus développé, on fait un autre dixième d'article, c'est les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes, parce que l'explication de ce développement, c'est que d'après l'auteur de l'époque, les spermatozoïdes sont les plus importants d'entre eux à connaître pour le médecin. En 1905, animalculisme. Oui, alors, en 1905, donc, le mot animalcule n'apparaît plus dans le dictionnaire. Il a disparu du dictionnaire. Par contre, il reste le mot animalculisme, et qui est défini de la manière suivante: système physiologique dans lequel on supposait que l'embryon animal est produit par les animalcules spermatiques. J'ai mis supposé en gras, parce que jusqu'à présent, dans le dictionnaire jusqu'avant 1905, dans toutes les éditions, c'était on suppose, et là on passe à l'imparfait en 1905. C'est un détail à remarquer. Alors les infusoires, alors c'est un mot qui a été comme ça répandu, surtout au début du XIXe siècle, même avant. En tout cas, il apparaît dans la 4e édition en 1824, et ça désigne les animalcules qui se développent dans les infusions végétales. Avec l'explication suivante: les liquides comme le vinaigre et la plupart des infusions contiennent des animalcules, de même que les fluides qui circulent dans les corps organisés vivants. De là vient le nom d'infusoire, c'est pour les infusions. On leur a donné. Mais la difficulté principale pour les scientifiques a été de classer tous ces infusoires parce qu'il y en avait une multitude. Alors, en 1845, ces êtres paraissent devoir être répartis dans diverses classes, n'ayant rien de commun que leur petitesse microscopique. Voilà, les infusoires, c'était un peu un ensemble, mais qui était regardé un peu de loin, si j'ose dire, dans le système microscopique. Enfin, en 1884, les infusoires étaient notés que les infusoires représentent une classe de l'embranchement des protozoaires, comprenant les animalcules qui se développent dans les infusions végétales et animales. Alors, on va regarder la définition de protozoaire dans le dictionnaire. Ça vient de proto et premier, donc c'est considéré comme. Et donc la définition, c'est protozoaires sont considérés comme une classe de zoophytes. Alors on va regarder la définition de zoophyte, qui vient de zoaire, animal, et phytos, la plante. Et donc on apprend que c'est des choses qui sont intermédiaires entre les animaux et les plantes, comme l'avait dit Littré au XVIIIe siècle. Et en 1855, donc, on apprend aussi que les infusoires ont été classés en 5 groupes, mais qu'en 1873, c'était plus de 4 groupes, mais ça comprenait quand même 400 espèces. Donc en tout cas, une chose est claire, à part quelques spécialistes de la question à l'époque, le lecteur moyen, même si c'était un lecteur moyen médecin, avait sans doute beaucoup de difficultés à comprendre de quoi on parlait, de comment on s'y retrouvait. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une édition supplémentaire du dictionnaire qui était en fait un atlas avec toute une série d'images. Donc là, vous avez, qui est paru en 1885. Et là, on a une très belle image d'infusoire, justement. Alors ça, vous allez voir, ça ne va pas éclaircir beaucoup les idées qu'on peut se faire des infusoires. Voilà cette image. Donc ça, alors, il s'agit de l'eau d'un microscope, un sédiment de l'eau d'un microscope, avec des noms de choses qui sont très jolis sur le plan esthétique: Coleps hirsutis, Monograndis, Actinophrys arcordis. Beaucoup de latin, mais c'est la plupart du temps du latin reconstitué. C'est ce qu'on appelle le latin scientifique. C'était des mots latins qui étaient
d'écrire des choses, la vorticella, microstoma, etc. Cinébra, c'est très poétique, mais c'était quand même pas très parlant. Et en tout cas, le dessin est très joli. Alors, on va passer au l'organisme, c'est comme ça suivant, les vibrions. Alors, vous allez comprendre après pourquoi je parle des vibrions et ensuite des leptotrix. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, le vibrion, c'est un mot qui a été fait à partir du latin vibrare, qui veut dire vibrer. Parce que on a du mal à trouver le mot. Est-ce qu'on parle d'animalcule? Vous voyez, même moi, dans l'exposé, j'ai du mal, parce que je ne veux pas employer les mots microbes qui n'existaient pas encore. Donc, les vibrions ont des caractères très mobiles. Et donc, la première définition apparaît en 1840 et définit comme un infusoire d'une figure linéaire que l'on trouve quelquefois dans la salive, entre les dents et dans les vomissements. Nous apprenons en 1873 que le vibrion avait été associé par Ehrenberg au genre Bacterium. Ah, donc là, ça commence à être intéressant, parce que le mot avait été créé en 1838 par ce fameux Ehrenberg dont j'ai mis une photo à gauche. Mais il y avait encore des hésitations parasitologiques, comme on peut le lire en 1873. Ehrenberg et autres ont fait du genre Bacterium le vibrion, mais l'étude de la révolution ultérieure montre que ce sont des algues du genre Leptotrix, qui sont probablement des champignons plutôt que des algues. Et en 1884 encore, famille d'infusoires dans la nature, le développement, etc., ont fait l'objet de nombreuses recherches ces dernières années à cause du rôle qu'ils paraissent avoir dans l'apparition de certaines maladies virulentes. Malgré ces recherches, l'histoire des vibrions est encore très incomplète. Alors je précise, parce que pour les gens qui connaissent l'histoire de la microbiologie, il peut y avoir, et c'est compréhensible, un décalage entre les découvertes réelles et leur apparition dans le dictionnaire. C'est comme dans Larousse actuellement, un mot dans un dictionnaire que s'il est accepté depuis un certain nombre d'années. Donc quand je mets les chiffres des années, ça ne veut pas dire que le mot n'existait pas. C'est la date de leur entrée dans le dictionnaire. Et on peut imaginer qu'il y a entre 5 et 10 ans de gestation avant qu'ils apparaissent dans le dictionnaire. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on dit que c'est peut-être une espèce de leptotrix, alors je vais parler des leptotrix. Alors les leptotrix, donc on va tout de suite dévoiler qu'il s'agit en fait du même animal, enfin, de la même structure que ce qu'on appelle après la bactérie du charbon. Alors, pourquoi est-ce que le mot leptotrix a été très développé dans le dictionnaire? Alors, je me suis posé la question, mais il y a peut-être une explication. À cette époque-là, le dictionnaire était dirigé, donc c'était en 1863, dirigé par Émile Littré et Charles. Émile Littré et Charles Robin, voilà, merci. Et Charles Robin. Or, Charles Robin, qui a sûrement un léger article, puisqu'il est un spécialiste de ça, a travaillé sur le fameux leptotrix. Voilà, et d'ailleurs, dans les définitions, on va voir, il se cite lui-même. Bon, donc, il a mis en avant peut-être le mot que lui-même emploie. Bon, quoi qu'il en soit, voilà la définition en 1863. Sur la surface de la langue, dans la matière accumulée dans les interstices des dents à cavité des dents carriées, ou dans certains liquides vomis, on trouve une certaine quantité considérable de petits filaments d'une espèce particulière d'algues, le Leptotrix buccalis, entre en parenthèses, Charles Robin. Ces algues se rencontrent fréquemment, alors c'est des synthèses, parce que les articles sont plus longs, mais je ressortis des articles. Ces algues se rencontrent fréquemment dans le sang des moutons atteints de sang de rate. En faisant une petite recherche, on arrive facilement à voir que le sang de rate, c'est la maladie du charbon qui avait le sang très noir et on appelle ça le sang de rate. Dans les humeurs hippocratiques, la rate, c'est la humeur noire. Enfin, quoi qu'il en soit, le sang de rate et sur divers animaux, à la suite des inoculations faites à titre d'expérience, en M. Fuchs en
1848, Brouwer, Norpin, Hollander, Delafont, Signol, Rayer et Daven. Voilà, Daven, qui est là, on va voir dans la diapo suivante, qui a beaucoup étudié la bactérie de Charente, enfin, l'acide de Charente. Alors, le sang, on continue le dictionnaire, le sang qui les contient est inoculable et on les retrouve dans le sang des animaux inoculés en grande abondance. Alors évidemment, le sang de rate, c'est l'ancien nom de la maladie de Chardon, ou chez les moutons, ça on n'apprend pas aujourd'hui. Et le leptotrix correspondait en fait au bactérium du sang de rate, selon l'expression signalée par Robin, mais aussi au Bacillus anthracis et à Bactérie charbonneuse. Donc le Bacillus anthracis avait été identifié, donc j'ai trouvé ça, c'est sûrement vrai, je n'ai pas fait de contrôle, mais c'est sûrement vrai, donc ils ont été identifiés indépendamment vers 1850 par deux équipes, une équipe allemande par Erich Hollander, et en France par Pierre Rayer et Casimir Daven en France. Et ce que j'ai lu aussi, mais je n'ai pas contrôlé, qu'il fut ensuite cultivé par Robert Koch en 1876 et qui découvre par l'occasion le phénomène de la sporulation de ce groupe, permettant sa survie dans le sol. Donc, comme tout le monde le sait maintenant hier, donc en mai 1880, Pasteur a mis en pratique à Pouilly-le-Fort la vaccination charbonneuse qui le fit connaître ensuite dans le monde entier, dans une certaine continuité avec cette histoire. Nous en arrivons maintenant aux bactéries. Le mot bactérie apparaît dans la 12e édition de 1865. La bactérie apparaît dans le dictionnaire en 1865. Avec la définition suivante, bactérie ou bactérium, voire vibryonien, voire bactérie sandrate, voire leptotrix. Point. Ça, c'est la définition de bactérie. La première fois, c'est après dans le dictionnaire. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je disais, il y a un peu parlé de bactérium et de bactéries. Donc Ehrenberg, dont on a parlé déjà, il forgea le mot bactérium en 1838 à partir du grec bactérium qui veut dire petit bactère. Voilà. Et ça a été francisé d'après Alain Ray en je me suis trompé, c'est 1845. Comme nous l'avons vu plus haut, le genre bactérium est écrit à partir des vibryoniens, le leptotrix correspondait au bactérium, je ne pas donc le mot bactérium, bactérie, avait donc une certaine filiation, en tout cas dans le dictionnaire, avec les deux termes évoqués plus haut. En 1893, il s'agit de la 17e édition, c'est même pas dans le dictionnaire, mais c'est dans le supplément du dictionnaire, c'est à la fin. On reprend l'ordre alphabétique des nouveautés. Et c'est là qu'on voit, pour la première fois, une définition de bactérie avec un grand développement. Donc, je marque, on peut considérer qu'il s'agit d'une espèce d'acte de naissance des bactéries, sur la terminologie, dans le dictionnaire Capuron, Listel et Littré. Voilà. Et donc, le terme bactérie, alors dans le dictionnaire, on voit ça, terme général employé pour désigner les organismes inférieurs, microscopiques, auxquels on attribue la genèse des maladies infectieuses de l'homme et des animaux. C'est quand même assez nouveau. Définition, voire le supplément. Donc, on va voir le supplément. Et voilà ce qu'on dit dans le supplément. Donc, c'est le début de la définition de bactérie. Non commun aux végétaux inférieurs, monocellulaires, de dimension microscopique, qui existent à l'état de germe ou à l'état d'adulte, dans le milieu ambiant et en nous-mêmes, et que leur mode de multiplication, leur organisation et surtout leur rôle en pathologie générale, genèse des maladies infectieuses, spécialisent assez pour qu'on les confonde avec aucun autre groupe d'êtres organisés. Donc c'est assez clair. Et c'est de 1893. Donc il y a quand même un décalage par rapport aux connaissances pastoriennes. Mais on peut dire que ce dictionnaire, c'était quand même un ouvrage de référence de l'époque. Pour la petite histoire, on a visité hier, avant-hier, la bibliothèque, la boutiquerie de Salins. Et dans les livres, il y avait le dictionnaire, c'était de l'époque Mistel, dictionnaire Mistel. Donc c'est un dictionnaire qui est lu. Donc les gens
Le voilà la vraie définition de la bactérie, parce qu'à ce moment-là, il y a pas la vie à la télévision, où il se basait un peu sur le dictionnaire. Donc le mot bactérie, pour le grand public, apparaît à ce moment-là. Alors, pour la petite histoire, je dirais ultérieure, que j'ai mis en rouge parce qu'on sort du domaine. Donc la nature végétale des bactéries est établie, on parle que c'est un végéto-inférieur à ce moment-là. Et comme je l'ai gentiment fait passer l'information de Patrick Berche, c'est en 1937 qu'Edward Shatton publie un article qui permet vraiment de différencier les bactéries qui sont des prokaryotes sans noyau ni mitochondrie et des végétaux qui sont des eucaryotes, des noyaux ni mitochondrie. Donc, jusqu'en 1937, au début du XXe siècle en tout cas, c'était censé être des végétaux. Alors en 1893, donc la même édition, on a un grand développement de l'article, on a donc une illustration où on retrouve en bas à droite la bactérie de charbon, qui est notée comme leptotrix ici, c'est la même chose en bas à droite. Leptotrix, ça veut dire des cheveux fins en grec. Voilà, il y a toute une série d'autres, je ne vais pas préciser, il y a les Micrococcus en chaîne, je pense que c'était Biobox, non, quelque chose comme ça. Streptocoque, heureusement que j'ai un contrôleur. Voilà, et il y a toute une série d'autres microbes tels qu'on pouvait connaître à ce moment-là. Et je crois que, bon, je vais vérifier si ce serait trop long là, mais je crois quand même le microbe de la grippe qui doit traîner quelque part, donc évidemment, maintenant c'est un virus. Alors voilà, alors on arrive au mot microbe. Alors le mot microbe, il n'apparaît dans le dictionnaire qu'en 1884. C'est quand même assez tardif, quand même. Mais c'est normal, puisqu'il n'a été proposé qu'en 1878 par un certain Sédillot, enfin qui n'était pas un certain Sédillot, c'était Charles-Emmanuel Sédillot, qui était en fait un chirurgien militaire qui a exercé au Val-de-France à Strasbourg. Et donc il est indiqué dans le dictionnaire, le mot proposé par Sédillot est généralement adopté aujourd'hui. Donc en l'espace de 6 ans, le mot a été adopté par tout le monde, donc c'est intéressant de le savoir, pour désigner les organismes inférieurs qui existent à l'état de germe ou à l'état d'adulte, dans l'air, dans l'eau, sur les corps qui nous entourent et qui produisent, ainsi que Pasteur l'a démontré, un grand nombre, sinon la totalité, des maladies infectieuses et virulentes de l'homme et des animaux. Donc là, on arrive à des choses plus claires et plus en lien avec les théories découvertes Pasteur. Alors, il faut savoir que Sédillot a présenté donc le nomenclature, il le propose le 11 mars 1878 à l'Académie des sciences, un mois et demi avant que Pasteur lui-même ne parle de la théorie des germes. On va parler après. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi ce mot pour désigner les organismes microscopiques et pour simplifier le langage? Eh bien, c'est assez simple. Sédillot était un chirurgien. Le sujet qu'il voulait traiter, c'était de l'influence des découvertes de M. Pasteur sur les progrès de la chirurgie. Mais comme, en tant que chirurgien, c'est quelqu'un souvent pragmatique, et qui reconnaissait lui-même qu'il se perdait un peu dans tous les mots qui existaient, alors, il marque, par exemple, le nombre des organismes est très nombreux. Alors, il marque en note microzoaires, microphytes, aérobies, anaérobies, microgermes, microcroxy, bactéries, hybridions, microdermes, conserves, je ne dis pas tous, enfin, je au hasard, je vais mettre aspergillus, infusoire, spore de ophallus, bon, voilà. Organisme de l'acide tartrique, de la gauche. Donc, ça, c'est typiquement les connaissances pasteuriennes typiques. Voilà, donc, il continue, donc on revient au texte. Donc, le nom de ces organismes sont très nombreux, devront être définis et en partie réformés. Le mot microbe a l'avantage d'être plus court et d'une signification plus générale. Et mon illustre ami, M. Littré, je vois silence, parce que on parlait du livre du dictionnaire, enfin, c'est à ce moment-là, M. Littré, il dirige le dictionnaire.
Donc mon illustre ami M. Littré, le linguiste de France le plus compétent, l'ayant approuvé, nous l'adoptons, sans néanmoins renoncer à ceux en usage pour la désignation de variétés plus particulières et plus typiques, etc. Et Pasteur, donc le 30 avril 1878, comme on va voir plus tard, il dit dans son texte que le mot microbe est une nouvelle et heureuse expression introduite par M. Tsépiou. Bon, il était peut-être présent, peut-être M. Schwartz peut nous dire, est-ce que M. Pasteur était présent à la présentation de Tsépiou, sans doute? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il était au courant, puisqu'il a dit que c'était une bonne idée de la recherche. Alors, on arrive à la théorie des germes, et par la même occasion, au mot germe. Parce que pour l'instant, on n'a pas parlé du mot germe. Alors, le mot germe, dans le dictionnaire, à partir de 1806, eh bien, c'est défini essentiellement comme l'élément ou le rudiment de tout être organisé, l'embryon, le germe, l'embryon, voilà, que ce soit dans le milieu végétal ou animal. C'était un terme général du langage commun. Mais en 1878, l'année même, la présentation, c'est-à-dire, on peut dire, avant la présentation de Pasteur, parce que 78, c'est l'édition qui était antérieure à l'édition où apparaît Pasteur. Par exemple, le mot microbe n'apparaît que dans l'édition de 1884. Donc là, c'est une remarque du dictionnaire avant, on peut dire, avant la présentation de Pasteur. Le mot germe, si souvent employé par les médecins, les chimistes de langage général, n'a comme le mot globule aucune valeur scientifique tant qu'on ne spécifie pas si le germe dont on parle est de nature animale, végétale, etc. Donc il y a quand même une certaine réticence et donc une certaine critique de l'utilisation trop générale et souvent peu précise. Donc on sait que si la détermination d'espèces contient soit le spore, soit le mycélium, soit le globule, est difficile, il est toujours possible de dire si c'est un corps animal, végétal qui se présente. Voilà, donc ça c'est le mot germe, mais effectivement c'était un mot qui est indiqué comme très utilisé, souvent utilisé. Pasteur employa donc le mot germe le 30 avril 1878 dans sa fameuse conférence sur la théorie des germes et des applications à la médecine et à la chirurgie. Le choix de ce mot, donc j'ai lu ce texte qui est fort intéressant évidemment, et c'est paru dans l'Académie des sciences, on peut le lire sur Gallica, maintenant c'est très facile à lire tout ça. Donc le choix de ce mot s'explique, semble-t-il, par le fait, et c'est moi qui le commente, que Pasteur évoque spécialement dans ses démonstrations le cas du vibrion septique, qui étant un aérobie ne peut se transmettre que par l'intermédiaire de son germe, c'est-à-dire des spores, non détruits par l'oxygène. Voilà, comme ça je l'explique, peut-être que je me trompe, c'est moi qui compose ça. Et donc, autre supposition de ma part, parce que le mot germe deviendra par la suite synonyme de microbe. D'ailleurs, quand on tape sur Wikipédia, ce que j'ai fait il y a pas longtemps, théorie des germes, ce qui apparaît, c'est théorie microbienne. Et puis dedans, il dit c'est synonyme de la théorie des germes. Voilà. Donc, c'est devenu un synonyme quasiment. Mais finalement, le mot germe a été utilisé, et finalement, il y a une espèce de glissement sémantique. Et peut-être qu'une explication que je proposerais, c'est que le germe est maintenant utilisé plutôt au sens figuré, pour signifier les micro-organismes, les microbes, comme le germe des maladies, au sens embryon des maladies. Voilà, donc il faut, autant microbe, c'est une entité physique, autant germe, c'est plus une idée qu'une entité. Alors peut-être qu'il faudrait des linguistes réfléchir là-dessus, mais ça m'avait attiré l'attention. Alors, le virus, qui est le dernier micro-organisme dont on a parlé, donc j'ai pris le dictionnaire historique en français d'Alaret, et donc il signale que le mot virus signifiait le suc des plantes, et par extension, poison ou venin. Il aurait été introduit en français en 1478, donc c'est pas hier. Et voici deux extraits du dictionnaire. En 1810, c'est indiqué comme un mot latin qu'on a retenu en français pour exprimer
une qualité malfaisante qui existe dans certaines circonstances de liquide des animaux et donne lieu à une maladie plus ou moins grave, telle que le virus rabique, le virus syphilitique, le virus variolique et le virus psoïque. Donc le virus de la rabique, c'est le virus de la rage, bien sûr, c'est un mot employé par Pasteur. Évidemment, ce n'était pas le sens virus tel qu'on l'entend de nos jours. Donc quand il soigne la rage, la maladie virale, c'était le virus au sens ancien. Et en 1905, c'est une indication tout à fait intéressante. Actuellement, ce terme n'est plus employé que pour les maladies que l'on sait transmissibles, mais dont l'agent pathogène n'est pas connu. C'est-à-dire, on a découvert quasiment toutes les bactéries, on l'a pas. Et donc, il y en a certains, ne le pas. Donc, le mot, c'est spécialisé à ce moment-là, pour justement ces agents pathogènes dont c'est pas bien. Donc on s'en est longtemps servi pour désigner l'agent de la contagion de la syphilis. On s'en servira tant qu'on ne saura pas isoler et cultiver le Treponema pallidum, agent probable de cette maladie, et qu'on aura d'autres moyens que de reproduire la syphilis, que de prélever sur un malade le plus du chancre ou de la plaque muqueuse. On s'en sert aussi pour la rage, dont le microbe reste encore inconnu. Et donc, petite indication historique ultérieure, après quelques avancées au début du XXe siècle, la définition des virus, dans son sens actuel, est surtout précisée par André Wolf en 1957. 50. Alors, donc, je rectifierai dans le titre, puisque Patrick Berch, on va vérifier ça, mais ça, j'ai trouvé ça, finalement, dans l'encyclopédie générale, mais si il y en a, c'est dans le texte écrit. Alors, donc, état des connaissances en 1905, donc, d'après Dictionnaire, donc on trouve un peu une synthèse des connaissances actuelles dans l'article infection et l'article contagion, que je vais lire en tant que conclusion, c'est ma dernière diapositive. En 1905, 21e édition, grâce à la voie nouvelle ouverte par les travaux de Pasteur, on a reconnu que le mécanisme de l'infection était autre que celui qui était... Ça, c'est un extrait autre que celui qui était proposé par moi. Que les différentes causes invoquées jusque-là n'agissaient qu'en favorisant le développement d'organismes microscopiques et que ces micro-organismes étaient en réalité l'origine nécessaire de l'infection. Et dans l'article contagion, toutes les maladies infectieuses ne sont pas contagieuses au même degré. Les unes sont hautement contagieuses, telles sont la variole, le typhus exanthématique, la peste, la diphtérie, la rougeole, la scarlatine. D'autres le sont dans des conditions particulières de transport des géants. Ainsi, la fièvre typhoïde est contagieuse uniquement par les selles des malades. D'autres, enfin, sont dus à des microbes banaux qui, existant, s'approfitent dans nos cavités naturelles, ne deviennent contagieuses que dans certaines circonstances. Ainsi, la pneumonie n'est pas généralement contagieuse. Peut-être que ces informations ne sont pas précises, mais elles ressemblent beaucoup aux théories actuelles et à la manière dont on disait les choses. Je vous remercie de votre attention.